Cette photographie est extraite du film soviétique de la libération d'Auschwitz, tourné à partir du 27 janvier 1945 par l'équipe cinématographique du premier front ukrainien. On y voit un groupe d'enfants rescapés derrière une clôture de barbelés. Ils portent des vestes rayées de prisonniers adultes, trop grandes pour leurs corps amaigris. Certains ont la tête couverte de bonnets, d'autres au regard perdu. Immobiles, alignés, silencieux, le barbelé est toujours là, le camp aussi. Ces enfants ont survécu à Auschwitz. Ils en portent encore les marques, dans leurs vêtements, leur corps, leur visage. Le 27 janvier 1945, au sud de la Pologne, des soldats avancent dans la neige. Devant eux, un vaste complexe entouré de barbelés, Auschwitz-Birkenau. Sur leur carte, un mot seulement, camp. Aucune indication sur sa fonction, ni sur ce qui s'y est réellement déroulé. En franchissant les clôtures, les soldats découvrent des silhouettes immobiles. Des hommes, des femmes, des enfants, trop affaiblis pour se lever. À l'intérieur, des baraquements vides, des crématoires détruits et des entrepôts remplis d'objets soigneusement triés. Chaussures, valises, vêtements, cheveux humains. Ce lieu n'a pas servi à enfermer, il a servi à faire disparaître. Auschwitz-Birkenau n'est pas seulement un camp. C'est le cœur d'un système organisé, administré, rationalisé, au service de la destruction de masse. Alors une question demeure. Comment une société moderne a-t-elle pu planifier la mort de millions d'êtres humains? Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Aujourd'hui, focus sur la libération d'Auschwitz-Birkenau. La Shoah, terme hébreu signifiant catastrophe. Il désigne le génocide des Juifs d'Europe perpétré par l'Allemagne nazie et ses alliés entre 1941 et 1945. Ce crime de masse s'inscrit dans une politique antisémite radicale amorcée dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933. Exclusion des Juifs de la vie publique, loi raciale, spoliation, puis enfermement dans des ghettos. À partir de 1941, cette politique bascule dans la solution finale. Projet d'extermination systématique des Juifs, mis en œuvre par fusillade, famine, et surtout par la mise à mort industrielle dans des centres d'extermination, comme Auschwitz-Birkenau, Treblinka ou Sobibor. Environ 6 millions de Juifs sont assassinés, soit près des 2/3 de la population juive européenne. La Shoah incarne l'aboutissement d'une idéologie raciale et totalitaire, qui transforme l'appareil d'État en machine de mort. À la joie de la libération se mêle très vite la conscience d'un échec irréversible. Celui de ne pas avoir pu sauver à temps des centaines de milliers de déportés, morts de maladie, d'épuisement, de faim, ou assassinés par leurs bourreaux jusqu'au dernier jour du régime nazi. L'ampleur exacte de cette catastrophe humaine demeure encore aujourd'hui difficile à chiffrer. Le 22 juillet 1944 marque un tournant. Ce jour-là, des unités soviétiques atteignent le camp de concentration et d'extermination de Majdanek, à l'est de la Pologne, à Lublin. Pour la première fois, un camp nazi est découvert presque intact par une armée alliée. Les recherches historiques estiment aujourd'hui à environ 78 000 le nombre de victimes du camp de Majdanek. Même si les SS, le sigle SS, désigne la Schutzstaffel, littéralement escouade de protection, ont tenté d'évacuer le camp, près d'1 millier de détenus y sont toutefois abandonnés. Dès le mois de juin 1944, Heinrich Himmler, chef de la SS, est l'un des principaux responsables de l'organisation du système concentrationnaire nazi qui a anticipé cette avancée. Il ordonne l'évacuation progressive des camps, en particulier ceux situés à l'est dans les pays baltes. Les détenus sont transférés vers l'intérieur du Reich ou des camps, encore sous contrôle allemand. Ces déplacements se font par train, camion ou à pied, dans des conditions extrêmes. Avant de se retirer, les autorités nazies tentent d'effacer les traces de leurs crimes. Destruction des chambres à gaz, dynamitage des crématoires, incendie des archives. Les soviétiques documentent pourtant immédiatement ce qu'ils découvrent à Majdanek. Mais ces révélations peinent à trouver un écho international tant l'ampleur des crimes dépasse l'entendement. À l'été 1944, commence également la dissolution progressive du complexe d'Auschwitz-Birkenau. Jusqu'à la fin de l'année, environ la moitié des 155 000 détenus est évacuée. En novembre 1944, sur ordre d'Himmler, les installations d'extermination cessent officiellement de fonctionner. Mais la mortalité, elle, se poursuit par d'autres moyens. Famine, maladie, violence. Après le débarquement allié en France, les évacuations s'étendent à l'Europe occidentale. En septembre 1944, les camps de Natzweiler-Struthof, en Allemagne annexée, et de Herzogenbusch, aux Pays-Bas,
sont vidés de leurs détenus. Ces derniers sont transférés vers Dachau, Sachsenhausen, Ravensbrück ou dans des camps annexes disséminés à travers le Reich. À la fin de l'année 1944, l'Europe est en ruine. La sphère de domination allemande se réduit alors à un espace continu mais fragile, centré sur l'Allemagne et s'étendant encore sur une partie de l'Autriche, de la Bohême-Moravie, de la Hongrie occidentale et de la Pologne occupée. À la veille de leur libération, les camps nazis continuent de tuer, dans l'effondrement du système qui les a produits. Le 27 janvier 1945, des unités de l'armée rouge atteignent le complexe concentrationnaire et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, au sud de Cracovie. L'armée rouge est le nom donné aux forces armées de l'Union soviétique, engagées depuis 1941 dans une guerre totale contre l'Allemagne nazie sur le front de l'Est. Les soldats découvrent un site vaste et structuré, car Auschwitz ne désigne pas un seul camp, mais un complexe concentrationnaire composé de 3 entités, situées en Silésie, à une 50aine de kilomètres à l'ouest de Cracovie. Auschwitz I, camp de concentration, ouvert en mai 1940. Auschwitz II, Birkenau, centre d'extermination, construit à partir de 1941. Auschwitz III, Monowitz, camp de travail lié à l'entreprise IG Farben, ouvert en 1942. Lorsque les soviétiques pénètrent, ils ne rencontrent aucune résistance. Les SS ont fui il y a plusieurs jours, après avoir évacué la majorité des détenus encore capables de marcher vers l'ouest. Dès le 18 janvier 1945, à l'arrivée imminente de l'assaut soviétique, les autorités nazies lancent l'évacuation d'Auschwitz. Près de 58 000 déportés sont contraints de quitter le camp à pied en plein hiver, vers des camps encore en activité en Allemagne. Commencent alors les marches de la mort. Privés de nourriture, de soins et de vêtements adaptés, les prisonniers avancent sous la surveillance des SS. Ceux qui s'effondrent sont abattus sur place. Des milliers de déportés meurent sur les routes d'épuisement ou exécutés. À leur arrivée, les soviétiques ne trouvent plus qu'environ 7000 prisonniers. Des malades, des mourants, des enfants trop faibles pour être déplacés. La libération ne ressemble pas à une victoire. Dans son témoignage consacré aux derniers jours à Auschwitz, l'écrivain italien Primo Levi, dans Si c'est un homme, décrit la situation en ces termes. Nous nous trouvions dans un monde de morts et de larves. Autour de nous et en nous, toute trace de civilisation, si minime soit-elle, avait disparu. L'œuvre de transformation des humains en simples animaux, initiée par les Allemands triomphants, avait été accomplie par les Allemands vaincus. Auschwitz a vu passer plus de 1 300 000 déportés. Environ 1 100 000 d'entre eux y ont péri, dont près de 900 000 dès leur arrivée, principalement des Juifs d'Europe. Avant leur fuite, les nazis tentent d'effacer les traces de leurs crimes. Les fours crématoires sont dynamités, mais le temps manque. Fosses communes, corps et preuves matérielles demeurent visibles. Sur le plan militaire, l'armée rouge est bien la force qui atteint et libère physiquement Auschwitz-Birkenau, après avoir repoussé la Wehrmacht sur le front de l'Est. Dès les jours qui suivent, les autorités soviétiques organisent la documentation visuelle et médicale du site. Photographies, films et témoignages sont produits sous contrôle militaire. C'est dans ce cadre qu'intervient la commission médicale soviétique, chargée d'examiner les survivants et de documenter les pratiques médicales nazies. Ces rapports révèlent l'existence d'expérimentations menées sur des détenus, en particulier sur des enfants. Les médecins décrivent des cas précis. Enfants exposés volontairement au froid extrême, inoculation de maladies infectieuses, typhus, typhoïde, parfois lèpre, tests impliquant produits chimiques, médicaments expérimentaux ou rayons X. Les survivants portent durablement les séquelles physiques et psychologiques de ces pratiques. Ces expérimentations sont associées au médecin SS Joseph Mengele, affecté à Auschwitz à partir de 1943 et surnommé par les détenus l'ange de la mort. Joseph Mengele évoluait dans la sphère idéologique et scientifique proche de l'Ahnenerbe, une institution SS fondée par Heinrich Himmler. Elle avait vocation à soutenir les théories raciales aryennes en leur donnant une justification scientifique, en médecine notamment. Certains de ces enfants évacués lors des marches de la mort survivent, mais restent profondément marqués. Un médecin polonais, témoin de l'état des survivants après la libération, résume ainsi ce qu'il observe. Ils avaient les yeux vides, sans aucune étincelle de vie. Ça nous a fait honte. Ces constats médicaux montrent que le camp n'était pas seulement un lieu de détention ou d'extermination, mais aussi un espace où la médecine a été détournée au service de l'idéologie nazie. La libération d'Auschwitz n'est qu'une étape. Partout en Europe, d'autres camps sont encore évacués. Et sur les routes, des dizaines de milliers de déportés continuent de mourir.
La libération d'Auschwitz ne met pas immédiatement fin à la tragédie. Elle ouvre un temps nouveau, celui du bilan, de la prise de conscience et lentement de la mémoire. Entre 1940 et 1945, le complexe concentrationnaire et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau a causé la mort de 1 100 000 déportés, dont près de 900 000 dès leur arrivée, principalement des Juifs d'Europe. La majorité des victimes périssent dans les chambres à gaz, dans le cadre de la solution finale non donnée par le régime nazi au projet de l'extermination totale des Juifs d'Europe. Environ 90% des victimes étaient juives. Auschwitz concentre ainsi toutes les dimensions du système d'extermination nazi. Déportation, sélection, mise à mort industrielle, destruction des corps et effacement des traces. À l'échelle européenne, ce crime s'inscrit dans un génocide plus large. Les historiens estiment à environ 6 millions le nombre de juifs assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale. Auschwitz en devient le symbole central car il incarne la logique extrême de l'extermination planifiée. Après la guerre, les images, les témoignages et les rapports médicaux découverts à Auschwitz servent de preuve lors des procès de l'après-guerre, notamment à Nuremberg. Ils contribuent à faire émerger de nouvelles notions juridiques, comme celle de crime contre l'humanité, et à redéfinir les limites du droit international face à la violence d'État. Pendant des décennies, la mémoire d'Auschwitz reste fragmentée, parfois instrumentalisée, parfois niée. Les survivants témoignent souvent dans l'indifférence, parfois dans le doute. En 1979, le site d'Auschwitz-Birkenau est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est reconnu comme un monument historique et culturel majeur porteur d'un devoir de mémoire universelle. Son nom officiel, Auschwitz-Birkenau, camp allemand nazi de concentration et d'extermination, 1940-1945. Il rappelle explicitement la responsabilité du régime qui l'a conçu et administré. Comprendre Auschwitz, ce n'est pas seulement regarder le passé, c'est interroger les mécanismes qui ont rendu cela possible et ce qui pourrait un jour le rendre à nouveau pensable. La libération d'Auschwitz-Birkenau le 27 janvier 1945 marque la fin d'un camp. Auschwitz n'est ni un accident de l'histoire, ni une anomalie isolée de la Seconde Guerre mondiale. Il est le produit d'un système politique, administratif et idéologique, construit pas à pas au cœur d'une Europe en guerre. Depuis 2005, le 27 janvier est reconnu comme la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah, en référence à la libération d'Auschwitz-Birkenau. Ce lieu de mémoire marquera son 81e anniversaire, non comme une célébration, mais comme un repère historique. Notre association, Zer Memory, vise à préserver cette mémoire de tous ces crimes contre l'humanité pour qu'à jamais, il ne soit que passé. Reste alors une interrogation qui dépasse l'histoire factuelle. Et si Auschwitz n'avait jamais été libéré? Et si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre? Dans quel monde vivrions-nous aujourd'hui? C'est précisément cette question qu'explore l'Uchronie, le dernier maquis d'Elena Vincent, publié aux éditions du Sable et des Cailloux. En imaginant un monde façonné par la victoire de l'idéologie nazie, le roman rappelle que l'histoire n'est jamais écrite d'avance et que ces bifurcations possibles éclairent parfois mieux que les faits eux-mêmes ce qui est en jeu. Le général de Gaulle, une figure oubliée de l'histoire, unit toutes ces organisations clandestines dans le combat contre Hitler. Et puis, un jour, Charles de Gaulle a délivré un discours sur le sol français, pour la première fois. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. C'était le 25 août 1944, le jour de son assassinat par un traître à notre nation. Le choc fut si colossal pour les millions d'âmes françaises, persuadées d'avoir remporté la guerre, qu'elles ne surent réagir lorsque la mitraille allemande, qui avait feint la déroute pour mieux nous surprendre, déferla encore plus de rage qu'en 1940.